Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée de l'année universitaire 2017-2018. Vous vous rappelez que lorsque nous avons présenté le programme de l'année, nous avions insisté, et j'avais particulièrement insisté au nom de l'université, sur le fait que cette année, l'université populaire accorderait davantage de place à la relation entre les artistes, créateurs, et les universitaires, dans leurs fonctions plus académiques. Et je crois que ceci répond à une demande du public de l'université populaire, sachant que depuis plusieurs années, nos conférences appuient les spectacles et s'inspirent des spectacles que le Volcan vous propose. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir, Florence va vous les présenter, d'accueillir 3 intervenants qui sont représentatifs à la fois du monde de la création artistique, en tout cas de l'expression artistique, et puis de l'université autour du baroque. Je voulais juste vous rappeler quelque chose, parce qu'à chaque fois, il y a des personnes nouvelles. Les conférences sont enregistrées et elles sont ensuite disponibles. J'espère que certains d'entre vous ont essayé d'aller voir sur France Culture. Donc, ça fonctionne. Les conférences de l'année dernière et quelques autres des années passées vont progressivement être mises en ligne, ainsi que sur Canal U. Mais si je dis cela, c'est parce que tout est enregistré, avec l'accord, bien sûr, de ceux qui parlent. Aussi, implicitement, avec votre accord, parce que nous enregistrons vos questions. Or, il est arrivé que certains, dans la précipitation et avec la passion qui les anime de poser des questions, n'attendaient pas le micro. Donc, on entend une réponse à une question qu'on n'entend pas. Donc, je vous en supplie, attendez que les 2 étudiantes qui ont les micros à votre disposition parviennent jusqu'à vous et posez vos questions uniquement quand vous avez le micro près de la bouche. Pardonnez-moi ce petit détail, mais on nous l'a déjà signalé et ça nuit à la qualité de l'écoute de ceux qui, à travers la France, désormais, grâce à Canal U et à France Culture, peuvent entendre les conférences de l'Université populaire du Havre. Voilà pour ce petit détail technique. Bonne soirée à tous et je passe maintenant la parole à Florence Lafont. Bonsoir à tous. Donc, comme Benjamin l'a dit, ce soir, c'est l'actualité artistique du Volcan qui fait qu'on vous propose cette table ronde puisque nous accueillons vendredi prochain le spectacle ADN baroque. Alors, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. J'ai mis quelques places de côté pour les personnes de l'université populaire qui n'auraient pas déjà pris leur place. Il y en a 14, donc ne criez pas. Je suis désolée, on va gérer la pénurie. Vous venez me voir à la fin de la conférence. Je prendrai vos noms. Je les donnerai à la billetterie. Par contre, je vous demande de confirmer votre place, c'est-à-dire de la payer d'ici mercredi soir. Vous pouvez tout à fait payer en téléphonant et par carte bancaire. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, mais il faut absolument que ces places soient confirmées d'ici mercredi soir parce qu'il y a une liste d'attente et voilà. Si vous ne les avez pas confirmées, on les remettra en vente à partir de jeudi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ce spectacle ADN baroque que nous accueillons vendredi est un spectacle qui ambitionne de nous faire redécouvrir le baroque, de nous le faire entendre autrement, avec un récital piano et un récital piano-voix, une version complètement inédite à ce jour. Et pour en parler, nous avons réuni les protagonistes de ce spectacle, à savoir Barbara Nestola, Théophile Alexandre et Guillaume Vincent. Barbara Nestola, elle est musicologue, elle a fait des études de lettres, de musique et de piano en Italie. Elle a obtenu un doctorat en musicologie à l'université de Tours. Elle est ingénieure d'études au CNRS et elle est actuellement musicologue au Centre de musique baroque de Versailles. Ses travaux portent sur la réception de la musique italienne en France au XVIIe et XVIIIe siècle, sur la pratique musicale à la comédie italienne et à la comédie française, et sur le répertoire de l'Académie royale de musique de Paris, entre Lully et Rameau. Barbara Nestola collabore régulièrement avec des interprètes professionnels dans le cadre de concerts, de récitals, de productions d'opéra. Et c'est pour cela, j'imagine, qu'elle se trouve ici aujourd'hui entre Théophile Alexandre et Guillaume Vincent. Guillaume Vincent est pianiste concertiste. Il a été formé au Conservatoire national supérieur de Paris.
Parmi ses nombreux prix, il a été nommé en 2014 Révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique. Il se produit en solo, en musique de chambre et avec orchestre sur toutes les grandes scènes internationales. Et enfin, Théophile Alexandre, il est danseur et contre-ténor, c'est un enfant du Havre, et il a découvert cette double passion pour le chant et la danse pendant qu'il faisait ses études au Havre, au collège et au lycée. Il est ensuite parti à Lyon. Il a fait le Conservatoire supérieur de Lyon, dont il est sorti doublement diplômé, à la fois en chant lyrique et en danse contemporaine. Pas en même temps, mais voilà. Et Théophile a dansé dans plusieurs grandes compagnies chorégraphiques. Il a notamment une complicité importante avec Jean-Claude Galota. Et il a également chanté sur de grandes scènes comme Paris, New York, Londres, Venise et j'en passe. Théophile Alexandre a souvent été obligé de choisir entre ses deux passions. Tantôt il dansait, tantôt il chantait. Et un jour il a dit stop, j'en ai marre, je veux faire les deux en même temps. Et c'est ce qu'il va nous expliquer, c'est ce qu'ils vont nous expliquer à travers ce spectacle ADN baroque qui lui permet notamment à lui de réunir ces deux passions. Je passe la parole à Barbara Nestola qui va être à la fois intervenante et en même temps modératrice de cette table ronde. Bonsoir à tous, merci d'être venus ici. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous, pour vous faire découvrir les coulisses d'un spectacle qui sera créé, vous venez de l'entendre, vous le savez déjà, cette semaine ici au Havre. Je remercie énormément Florence Lafont de sa présentation. Je tiens néanmoins à souligner que les véritables artistes protagonistes, initiateurs de ce spectacle sont ici à mes côtés et que, en tant que musicologue un peu femme de l'ombre, mon apport s'est limité quand même à des discussions passionnantes, des dialogues, mais vraiment on leur doit toute l'initiative, la créativité et l'effervescence, la passion qu'ils ont mis dans la conception de ces spectacles. Alors, on peut partir déjà du titre, je partirai du titre ADN baroque et du sous-titre, qui nous annonce un effectif très particulier. Nous allons avoir une voix, nous allons avoir du mouvement, des chorégraphies, et du piano. Alors déjà, cet élément-là, il devrait attirer notre attention. Quoi? Un spectacle baroque avec deux personnes, mais du chant, de la danse et du piano. Donc déjà, ça nous donne matière à nous interroger. Parce que vous pourriez vous dire, d'une part, que est-il possible qu'une seule personne chante et danse à la fois? Est-il possible d'avoir un piano pour un spectacle de musique baroque? Alors, si vous avez un peu entendu un peu le répertoire baroque dont dans les dernières 30-40 années, on a quand même eu la chance d'avoir des enregistrements, des productions. On peut entendre couramment des œuvres de la période baroque. Vous savez qu'aujourd'hui, on connaît les instruments de l'époque, on sait voilà, qu'on utilisait un certain type de violon, du clavecin, des flûtes en bois, etc. Et donc la première question pourrait dire, mais pourquoi avoir choisi un piano pour faire de la musique baroque? L'autre chose, on a l'habitude de voir, parfois on assiste à des récitals de chanteurs. Donc on voit un chanteur qui est accompagné soit par un piano, un clavecin ou alors un orchestre. Le chanteur, il arrive, il reste plus ou moins, il s'arrête plus ou moins de manière statique, bien sûr, sur la scène. Il chante, voilà, il sort, il rentre, etc. Mais il ne bouge pas beaucoup. Donc ici, déjà, nous avons plusieurs éléments qui nous permettent un peu de revenir sur ce qu'on peut dire une révisitation du baroque qui est absolument originale et que, à ma connaissance, n'a jamais été tentée avant aujourd'hui. Et ce qui est pour moi très original dans cette démarche, je le dis à titre vraiment personnel, mais aussi à titre de l'historienne de la musique, de la musicologue, c'est que c'est une démarche très très consciente. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous savons parfaitement que pour jouer du baroque, il faut un clavecin, des violons, etc. Mais
ici, on est devant une démarche délibérée. Donc, j'aimerais reparcourir avec vous le parcours que moi j'ai fait grâce à nos artistes qui ont travaillé très très longtemps à la conception de ce spectacle. Donc, je m'adresse plus particulièrement à Théo pour qu'il puisse un peu nous parler du moment où les choses ont basculé pour lui. Parce que Théo, c'est un chanteur à la base avec une formation de chant baroque, donc il vient du monde baroque original 100%, mais nous allons voir que peut-être cette originalité ne l'est pas à 100%. Voilà, donc à quel moment il y a eu une bascule, à quel moment il y a eu une décision, l'idée de proposer le baroque autrement. Donc je lui cède la parole. Notre volonté, parce que nous sommes plusieurs dans la compagnie, a été dès le départ de faire une proposition artistique différente. Donc Barbara vous l'a dit, par mes études et mon éducation artistique, je sais ce qu'est la musique baroque, comment elle est jouée, comment elle est chantée, comment elle est interprétée. Et notre volonté était de faire autrement, de proposer un spectacle différent. Alors il est vrai, en partant de ce que je sais faire, donc la musique baroque et la danse contemporaine, et puis d'apporter aux spectateurs une nouvelle forme, c'est-à-dire le format récital, Barbara vous l'a dit, et selon moi, je l'ai pratiqué, et j'ai beaucoup de collègues qui le pratiquent, un format qui est très intéressant, mais je trouve qui était parfois figé, et notre volonté était d'aller un peu au-delà, en fait, et de faire une proposition tout à fait différente en respectant le format récital. Donc c'est un format très intime, donc souvent piano et voix, et d'y ajouter ce que je sais faire, la danse contemporaine, et donc qui avec une mise en mouvement pour animer le chant. Après, c'est du coup un spectacle très innovant, autant pour les spectateurs aussi pour moi. Dès le départ, j'ai voulu mêler ces deux arts qui me sont très naturels, mais que je n'avais pas, à ce niveau-là, réussi à mettre en scène. J'ai eu quelques tentatives par mon expérience avec des metteurs en scène, des chorégraphes, réussi parfois à mêler ces deux arts, mais c'était, pour certaines productions, pas suffisamment abouti. Pour d'autres, c'était pas dans soit la danse que je savais faire, donc j'apprenais, donc j'ai fait du zouk, voilà, en chantant de la musique baroque. Donc c'était une expérience, mais c'est pas ce que je sais faire le mieux, c'est pas ce qui me porte, voilà. Et d'autres récitals où j'improvisais en danse contemporaine. Là, on a voulu vraiment aller très haut dans la proposition musicale déjà, avec un choix très précis et voilà, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Guillaume sur le choix des pièces pour avoir une cohérence dans le spectacle, mais aussi au niveau de la danse, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un chorégraphe que j'apprécie et qui m'a fait confiance dès le début de ma carrière, Jean-Claude Galota, et avec qui on a créé les chorégraphies. Donc il s'agit de chorégraphies sur mesure en fait. Donc c'est un grand luxe pour moi en tant qu'interprète qu'un chorégraphe avec ce que je suis compose, imagine des mouvements. Et donc tout ça fait que on a essayé de proposer un spectacle différent dans la forme, mais aussi dans le fond. C'est-à-dire que le récital est souvent un format patchwork, on va dire, en musique classique, qui met très en valeur la voix du chanteur. Et là, on a voulu raconter une histoire. Et pour faire de ce spectacle un moment plein de sens, signifiant, racontant une histoire, une dramaturgie, avec du coup un fond vraiment, et que les spectateurs ressortent avec quelque chose en fait de ce spectacle, au-delà de la musique, au-delà de la danse, mais aussi qu'ils y voient, enfin qu'ils ressentent une histoire et tout un voyage qu'on a imaginé, qu'on a composé, qui est fait de 21 émotions, parce que le spectacle se compose de 21
arias, enfin 21 moments musicaux. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter parce que je prends beaucoup de place. Donc c'est une nouvelle proposition pour nous, autant dans la forme qu'est le récital, donc on y ajoute beaucoup de choses, et puis aussi dans le fond. Voilà, ça nous a importé beaucoup de raconter une histoire et de revenir à ce qu'est la musique baroque aussi, et ce qu'est aussi l'homme sur scène, une fois arrivé sur scène. Voilà. Merci beaucoup Théo. Je propose qu'on revienne tout à l'heure sur la démarche d'associer la danse à la parole, à la musique. Je voudrais rester un instant sur la rencontre avec Guillaume et comment est née votre collaboration, parce que tout à l'heure tu as évoqué le fait que vous avez travaillé ensemble sur le choix des morceaux. Alors, Guillaume, vous venez de l'entendre, est un pianiste qui a une formation à la fois classique, mais pas que. Il joue du jazz, il est vraiment très éclectique, des goûts très éclectiques. Donc, il a choisi de relever ce défi, de jouer au piano des morceaux qui n'ont pas été conçus pour piano, parfois même pas pour clavier, puisqu'il s'agit d'œuvres qui étaient accompagnées par orchestre à l'origine. Donc, il joue des réductions d'orchestre et qui demandent quand même une certaine dextérité parce que vous allez voir le programme, on passe de lieux géographiques différents, de la France à l'Italie, à l'Angleterre, à l'Allemagne. Donc c'est un véritable voyage géographique. À cette époque-là, ça veut dire des styles très différents. Donc je voudrais demander à Guillaume déjà comment s'est déroulée votre rencontre, comment tu as abordé donc cet orchestre au piano et comment vous avez procédé, quelles ont été les directives qui ont guidé le choix des morceaux du programme. Alors me concernant, moi je me suis très vite laissé convaincre par le projet quand on s'est rencontrés, donc c'était peut-être il y a un an déjà. Pile poil. Oui. Et moi ce que j'aime bien en tout cas dans la musique, c'est pouvoir faire des styles très très différents, et en l'occurrence je n'avais encore jamais eu l'occasion de toucher à ce répertoire, qui est un répertoire assez précis et que finalement on n'entend pas forcément énormément, en tout cas quand on est au conservatoire à Paris. Voilà, il y a des classes de baroque spécialisées dans ce répertoire-là, et donc c'était un vrai parti pris du coup. On s'est mis d'accord sur le fond du projet, et puis alors après évidemment ça a demandé un travail assez conséquent, pas seulement en termes d'interprétation, mais en tout cas pour nous, de retranscrire ces pièces sur un piano, ces pièces qui donc étaient des pièces orchestrales ou des pièces écrites pour le clavecin en général. Et donc voilà, c'était un vrai travail de retranscription, de vouloir apporter une nouvelle forme qui sonne plus pianistique et qui soit le plus possible au service du texte et de la musique en fonction de ce qu'on raconte. Et puis après, pour revenir concrètement sur notre rencontre, nous avions le souhait de partager ce projet-là avec un pianiste concertiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude du solo, pas forcément de l'accompagnement, et qui avait aussi une patte, c'est ce qu'on a beaucoup aimé chez Guillaume, qui en effet, il vous l'a dit, n'était pas spécialiste du baroque, qui est plus dans la musique romantique, et du coup qui avait une vraie couleur, une vraie palette de couleurs avec quand il joue sur son piano, et du coup c'est ce qui nous intéressait pour qu'il ait une vraie lecture de la musique baroque assez ça nous intéressait beaucoup qu'il n'ait pas fait vraiment de musique baroque, qu'il n'ait pas joué de musique baroque, parce que du coup il arrivait avec une sorte de fraîcheur et une vraie envie d'y aller. Et puis aussi ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est son rapport à la musique autre que classique, donc le jazz. Vous savez qu'en jazz il y a aussi l'improvisation qui est très importante, et en musique baroque, Barbara vous en dira peut-être plus, mais l'improvisation à l'époque et puis l'ornementation est un exercice très très important dans la musique baroque, la liberté dans le cadre, ce qui tenait beaucoup aux compositeurs.
Et puis, une petite aussi anecdote, c'est que Guillaume nous a dit très vite qu'il savait bouger, voilà, il avait fait de la danse. Donc, du coup, on est allé aussi un petit peu le titiller chorégraphiquement parlant. Et voilà, il sera mis en jeu aussi, voilà, corporellement parlant, dans le spectacle. Voilà. Et après, c'est aussi une histoire de feeling entre nous deux, parce que le concert récital, c'est 1h15 où on est tous les deux sur scène. Donc voilà, on a senti dès les premières rencontres que ça, voilà, qu'on était sur la même volonté artistique, la même envie d'être sur scène. Et donc du coup, on sait que ça marchera et ça fonctionnera sur scène en fait. Merci. Je profite de la remarque de Théophile par rapport à comment Guillaume a abordé ce répertoire qui était nouveau pour lui au piano, pour vous dire que, alors d'une part, je partage son sentiment parce qu'après avoir avoir vu les répétitions, je suis tout à fait... j'étais tout à fait convaincue du type d'approche déployée par Guillaume parce que, comme je vous disais, aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui a redécouvert, mais cela depuis déjà quelques décennies, le répertoire baroque. Donc, il y a des professionnels, il y a au niveau pédagogique, vous avez quand même des écoles, des enseignants qui transmettent leur savoir-faire, mais néanmoins aujourd'hui on arrive à un point où cette transmission de savoir, elle est aussi influencée très très fort par les personnalités donc de ces interprètes. Donc il est tout à fait possible parfois de trouver un musicien baroque qui arrive avec ses idées qui sont déjà toutes faites parce qu'il les a eues par son professeur, qui à son tour les a eues par son ancien professeur. Et donc il est peut-être un peu difficile de le faire bouger vers autre chose. Ça, on en arrive à une espèce de paradoxe. Voilà, c'est quelque chose qui n'aurait pas existé il y a 40 ans, parce qu'il y a 40 ans, 40, 50 ans, on commençait juste cette découverte. Donc il y avait beaucoup d'ouverture. Aujourd'hui, paradoxalement, on arrive vers quelque chose de peut-être, dans certains cas, un peu figé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a l'impression, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que l'effectif que vous allez entendre n'est pas un effectif de l'époque. Mais c'est quoi l'époque? Donc c'est l'époque en question qui nous concerne. Nous parlons surtout du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les recherches menées sur les documents d'époque et sur l'interprétation nous ont fait beaucoup évoluer sur la connaissance de ce répertoire, comment jouer ces répertoires, quels étaient les effectifs, etc. Néanmoins, il est très important de considérer un élément, que la vérité historique, la réalité historique, elle ne peut pas être atteinte. Alors, pour la plupart des œuvres, nous n'avons pas le tableau précis, à 360 degrés, de comment les choses étaient faites. C'est rarissime. Juste quelques œuvres, peut-être, nous donnent suffisamment de documentation pour pouvoir savoir comment les choses se déroulaient exactement. Parfois, on manque d'informations sur les effectifs, ou alors sur des aspects visuels, comment étaient faits les costumes, etc. Donc, on peut penser que puisqu'on joue la musique du XVIIe et XVIIIe siècle sur instruments anciens, on est dans la vérité historique, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On s'y approche sans doute beaucoup, mais parfois on manque d'éléments pour être dans la vérité à 100%. Donc je reviens sur l'idée du choix de l'effectif. Quand j'ai rencontré, ça fait maintenant 1 an, Théo et Emmanuel, qui sont venus me présenter le projet, et donc ils m'ont fait cette proposition, m'ont soumis à une expertise en disant, voilà, nous avons fait le choix de faire appel à un piano
pour le récital. Moi, la première chose que j'ai pensé, je n'ai pas pensé « Ah, mais c'est pas historique ». Je me suis dit « Ah, mais ça va être beaucoup plus difficile ». Voilà, donc en gros, c'est ce que j'ai pensé, parce que le fait de jouer pour la voix avec un piano, un instrument moderne, bah, ça fait ressortir tout un tas de problématiques qu'avec un orchestre baroque, on n'aurait pas, notamment le fait de l'intonation, parce que le piano, il a une intonation qui est absolument figée, qu'on ne peut pas bouger, alors que les instruments de l'époque ont un type d'intonation qui est assez variable, donc qu'on peut adapter. Par exemple, donc, je n'étais absolument pas dans la démarche de la critique en disant « Ah ben non, absolument pas, on ne peut pas faire cela, c'est anti-historique ». Je n'ai jamais pensé ça parce que, avec mon bagage de recherche, je sais que cette vérité historique, dans la plupart des cas, n'existe pas. Donc, j'ai adhéré avec enthousiasme à leur proposition, et même j'ai salué cet acte de courage qui est quand même de jouer avec un piano et qui finalement expose tant l'homme orchestre, tant le chanteur, que je vois, moi l'expression qui me vient à l'esprit, c'est un peu funambule. Funambule. Voilà, c'est alors la personne qui risque pas mal de choses, voilà, suspendu sur le vide, mais qui est en avançant avec grâce et délicatesse, voilà, mais en réalité il maîtrise parfaitement tout un tas de paramètres pour ne pas tomber en bas. Donc voilà, je reviens maintenant un peu sur le côté technique, parce que je pense qu'il est très, très, très important aussi de réévoquer un peu le côté technique. Alors d'une part, j'aimerais que Théophile nous parle un peu du style de danse, parce que, ok, musique baroque, mais quel style de danse voilà, vous avez adopté? Et l'autre chose, c'est comment vous avez construit les mouvements, comment les mouvements sont venus se greffer sur le texte et sur les paroles et sur la musique. Je vais faire un parallèle pour répondre sur la danse avec le piano et le choix du piano, parce que du coup Barbara vous a expliqué, c'est assez étonnant de choisir le piano, mais parce que c'était une vraie volonté. Déjà parce que le piano est un instrument qui parle plus aujourd'hui à la plupart des personnes, plus que le clavecin, et puis aussi parce que du coup la danse contemporaine est un langage actuel, tout comme le piano en fait. Notre volonté c'était du coup de faire une relecture et de proposer, parce qu'on est sur le plateau, quelque chose d'actuel en fait. J'aurais pu faire, je ne sais pas faire, mais j'aurais pu proposer de la danse baroque. C'était à l'époque, et on a des sources, il y a des ballets ont été écrits. On aurait pu faire appel à une chorégraphe de danse baroque. Alors je ne suis absolument pas danseur baroque, je n'aurais pas pu le faire. Mais surtout, on voulait un langage actuel avec un chorégraphe vivant, avec Jean-Claude Galota qui a lui aussi une proposition artistique, une écriture très singulière, et du coup c'était cette volonté dans le spectacle de faire ce voyage avec un langage contemporain. Du coup on est parti, donc c'était un travail vraiment, Jean-Claude a travaillé sur mesure avec ce que j'étais, avec mon corps, et aussi avec l'importance de la musique, c'est-à-dire que je danse en chantant, donc le corps est mis à rude épreuve, et la volonté était bien sûr de respecter au maximum la musique. Donc on est parti avec Jean-Claude sur l'écriture, la recherche, puis l'écriture de mouvements, d'une mise en mouvement lorsque je chante, accompagné par Guillaume, et qui est en fait une sorte de langage physique qui raconte une émotion. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des 21 pièces, donc 21 émotions, comme les 21 grammes du poids de l'âme. Et donc chaque air, chaque aria, chaque mélodie, on l'a décrypté avec Barbara, Guillaume, chaque mélodie a une émotion. Et donc, à partir de cette émotion, à partir aussi du ressenti de Jean-Claude face à cette musique, on a expérimenté des gestes qui pouvaient raconter
voilà, cette émotion. Après, il y a aussi une deuxième partie qui a été la création des chorégraphies sur les pièces piano solo, qui donc voilà, rythment aussi le spectacle. Et là, on a travaillé avec Jean-Claude sur des chorégraphies. Lui a beaucoup de mouvements en tête et de chorégraphies qu'il a déjà données. Et du coup, on est reparti de cette base, comme on est reparti de la musique baroque. Là, on est reparti du répertoire de Jean-Claude. Et puis, on l'a fourni, approfondi, adapté aussi à la musique, parce que voilà, c'était une donnée très importante. Et puis aussi au spectacle, c'est-à-dire que comme les pièces, il n'y a pas d'entracte. Les pièces, on a travaillé sur des transitions très, très fluides. Donc, du coup, il fallait aussi que ça soit cohérent dans le voyage, et puis que aussi moi, personnellement, j'arrive à me retrouver et tenir donc cette heure et quart physiquement. Du coup, il y a une mise en mouvement sur les pianos-voix et une pleine chorégraphie sur les pianos solos, qui donc retranscrit un panel de chorégraphie et de mouvements voilà, sur la danse actuelle, et surtout sur du mouvement signifiant en fait. Ce ne sont pas des gestes gratuits, ça accompagne chaque émotion et donc chaque pièce musicale. Merci beaucoup. Je profite voilà, de ces observations pour faire quand même néanmoins un parallèle entre la démarche, les intentions que Théo vient de nous expliquer et le répertoire baroque, notamment le répertoire vocal, les airs d'opéra. Sachant qu'à l'époque, dans un opéra ou dans une œuvre un peu articulée, comme par exemple les grands oratorios de Bach, les airs avaient la fonction de véhiculer une émotion. Parce qu'il y a une histoire qui se déroule, donc l'histoire avance, et à un moment donné, on s'arrête pour chanter un air, un duo, etc. Le moment de l'interprétation de l'air était une espèce d'arrêt sur image dans lequel on devait faire passer une émotion. Alors, bien sûr, les émotions, elles étaient très codifiées à l'époque. Il ne s'agissait pas d'émotions telles qu'on les entend aujourd'hui, mais c'était vraiment toute une série d'états d'âme qui devaient être immédiatement reconnaissables par le public par deux biais fondamentaux. Le texte, bien sûr, la musique, et ensuite il y avait aussi l'aspect de la gestuelle. Donc, imaginez, pour des raisons complètement différentes que nous aujourd'hui. Imaginez le public de l'époque, plongé dans une salle très très noire, parce que problème numéro un de leur époque, ce n'était pas le nôtre. Nous sommes bien éclairés là, mais ces gens-là n'y voyaient rien, parce qu'ils étaient éclairés avec des faibles bougies. Donc il fallait tout de suite identifier le type d'émotion dès que l'air commençait. Il fallait tout de suite savoir si c'était un gentil, un méchant, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui triomphe, voilà, quelqu'un qui est mélancolique. Donc, la musique était censée vraiment véhiculer quelque chose d'immédiatement compréhensible par le public. Donc, l'idée, effectivement, que chaque air représente une émotion, elle est tout à fait dans le prolongement de cette idée originale. Et l'idée d'accompagner la musique par des gestes se rapporte également à une pratique de l'époque, parce que les chanteurs à cette époque étaient censés accompagner à chaque fois qu'ils chantaient un air et les récitatifs, on va dire dans l'opéra, par une série de gestes. Ces gestes étaient codifiés, n'étaient pas des gestes qui faisaient au hasard, c'est toute une série de gestes qui étaient hérités évidemment d'une pratique aussi théâtrale, des gestes qui étaient immédiatement compréhensibles. Même chose, on revient toujours du côté du public, parce qu'on s'adressait à un public, il fallait que le public sache de quoi il s'agissait. Donc ces gestes, ils étaient assez, comment dire,
non pas grandiloquent, mais il fallait qu'ils soient immédiatement reconnaissables. Donc ils utilisaient leurs bras, le placement des mains, aussi pour cette histoire d'éclairage très très faible, parce que déjà au 3e rang on ne voyait plus rien. Donc il fallait vraiment que le chanteur il soit éloquent tout le temps, tout le temps. Alors il ne bougeait pas beaucoup, parce qu'évidemment un chanteur ne peut pas bouger comme un forcené, parce que sinon il va avoir des problèmes de respiration, de souffle. C'est pas vrai, il faut dire ça. Alors, Sauf Théophile Alexandre. Sauf Théophile Alexandre qui se lance dans vraiment une expérience assez unique. Donc, tout ça, c'était pour vous dire que le geste a toujours accompagné, à la période qui nous intéresse, 17e, 18e siècle, a accompagné la parole, et c'était une espèce de décryptage de la parole et de la musique. Et c'était nécessaire, on ne pouvait pas se passer du geste. Donc pour moi, dans cette démarche, vraiment, on est vraiment dans une idée de continuité. En tout cas, je parle du point de vue de quelqu'un qui a un peu assisté au déroulement de la préparation du programme, et vous allez voir comment les gestes ils contribuent à raconter cette histoire qui a effectivement qui a un fil conducteur, et cela malgré le passage de différents lieux géographiques, différentes situations. Alors, et justement, moi, à titre vraiment personnel, je voudrais poser la question à Théo. Est-ce qu'il y a eu des moments où il t'a semblé quand même que le geste pouvait vraiment te freiner dans la voie? Il y a eu des moments difficiles, on va dire. Oui, il y en a eu dès le début, parce qu'en fait, on m'a appris à séparer les deux disciplines, le chant et la danse. Et même si j'avais cette envie de les réunir, dans ma tête, ça se bousculait beaucoup, parce que j'avais 2 disquettes. Et j'avais une grande volonté, mais il y a un moment où en fait ça ne se connectait pas. Et puis j'avais cette volonté de chanter très beau, très haut, très fort, très vibrant, d'être au niveau chorégraphique irréprochable. Et en fait, j'ai senti très vite que je n'y arriverais pas, en fait. Et que j'avais besoin de relier, et du coup de lâcher lâcher prise sur ma technicité, sur mon envie ma haute ambition. Et en fait, une fois que j'avais lâché ça, j'ai compris que la danse et le chant se rejoignaient, en fait. Et j'avais pas besoin de tout ce côté musicologique où je sais que les artistes à l'époque étaient chanteurs, danseurs, flûtistes, percussionnistes, et en fait je le suis, j'ai toujours fait ça. Et quand j'étais tout petit, je chantais et je dansais déjà, et je me posais absolument aucune question sur comment ma voix allait et comment je dansais. Donc ça a duré quelques mois où j'ai lutté, et puis à un moment j'ai lâché, et en fait je me suis rendu compte que c'était encore plus beau, en tout cas pour moi. Personnellement, je sentais que j'avais progressé énormément, et que le chant, parce que c'était ma principale, parce que je suis d'abord chanteur avant d'être danseur, et je me suis rendu compte que le chant avait, entre guillemets, progressé, en fait, parce que le mouvement a apporté énormément, ne serait-ce parce que c'est physique, en fait. Un corps figé vibre moins qu'un corps en mouvement, et du coup je sentais que mon chant prenait beaucoup plus d'ampleur, de couleur, et puis de projection aussi parfois. C'était presque malgré moi, et c'est vrai qu'au conservatoire notamment, on nous apprend dans la musique religieuse à être très... moi je le sentais comme figé, mais être très posé, avec le pupitre, beaucoup en représentation, en fait. Et j'ai senti que, malheureusement pour moi, après c'est mon corps, ce n'est que mon expérience, ça m'avait figé plus qu'autre chose. Et là, avec ce projet-là, je me suis rendu compte que le mouvement, et en allant très loin dans le mouvement, jusqu'à des moments où
voilà, des journées où la fatigue est là, en fait, la voix ne sort plus. Et puis le lendemain, je comprends qu'en fait, c'est parce que voilà, je respire pas suffisamment et pas bien. Donc j'ai progressé personnellement énormément. Après, c'est vrai qu'il y a eu des stades, voilà. Et puis aussi, j'ai eu la chance de répéter un long moment. Et puis Jean-Claude m'y a aidé aussi pour parfois alléger, pour parfois aller plus loin. Et en fait, c'est un peu la grande découverte, c'est que pour moi, c'est qu'à un haut niveau, avec une proposition artistique très forte, le chant et la danse se répondent avec une logique imparable en fait. Et puis c'était aussi la volonté depuis le début, c'est que de ne pas opposer la musique et la danse, le chant et la danse, comme je l'ai imaginé dans ma tête, et puis aussi du coup de montrer au public que les deux vont évidemment ensemble en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, à propos, on a évoqué justement cette difficulté technique. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le choix des morceaux. Si on peut rentrer un peu plus dans le détail du programme, dévoiler peut-être quelques éléments, parce qu'on va de Monteverdi quand même à Bach. Donc, il s'agit de morceaux qui sont très très différents, qui ont des caractères très différents. Et je voulais savoir, voilà, comment on passe, voilà, d'un morceau à l'autre, d'un état d'âme à l'autre. Comment vous avez vraiment conçu, quelles sont les émotions que vous avez souhaité mettre en relief dans cette galerie de 21 émotions. Alors l'idée, c'était donc de faire un voyage sur l'humain en 21 tableaux, 3 parties, et du coup en 1h15, 1h20, de balayer toutes les émotions que peut rencontrer un homme en une journée, en une vie. Alors une journée, c'est peut-être un peu, ça fait une journée très chargée, mais ou en une vie. Après, il y a plein d'interprétations et je vous laisserai, voilà, est-ce que c'est le matin et ça va jusqu'au soir? Est-ce qu'en effet, c'est toute une vie? Avec une première partie lumineuse, avec des émotions, voilà, on parle de la joie, de la célébration, de la liberté, de la passion, voilà, donc quelque chose de plus solaire, pour rentrer dans une deuxième partie entre ombre et lumière, avec des émotions un petit peu plus à demi-teinte. Donc, Guillaume, tu peux m'aider. On est la trahison, la vengeance, voilà, des sentiments un peu plus sombres. Voilà, et une dernière partie, et là on entre dans la nuit, selon moi, avec des sentiments beaucoup plus profonds, voilà, avec la colère, l'abandon, et puis je le révèle, enfin voilà, c'est cette fin qui est la seule pièce religieuse dans le programme, qui est donc un extrait de la Passion selon saint Matthieu de Bach, qui est, je trouvais ça intéressant, en miroir sur l'espoir et le désespoir. Voilà, et du coup, le choix des pièces a été fait. Alors, on a beaucoup voilà, fouillé dans les partitions. On a donc quatre langues. Même plus, parce qu'il y a le latin. Voilà, donc quatre regards complètement différents, les musiques sont très différentes. Et puis, du coup, au-delà de l'émotion, on les a choisis aussi sur ce que la musique et le texte donnaient. Donc, on passe d'une partie à l'autre, on a travaillé sur des transitions très, très fluides et très, très travaillées, mais c'est vrai qu'après c'est un travail pour nous deux de passer d'une émotion à l'autre, même si c'est un voyage très, très construit. C'est vrai que, en tout cas pour moi à ressentir, passer de la colère à l'abandon en 10 secondes, c'est quand même, voilà, c'est assez étonnant à vivre et à vraiment ressentir, parce que après, on a 10 secondes pour changer d'émotion, et puis après on a 2 à 3 minutes pour aller vraiment au plus profond de l'émotion, de la musique et de la danse. Donc voilà, c'est du coup 1h15, voilà, c'est très chargé en émotion, en musique, du coup en notes, en tempi. Donc les tempis sont très différents. On a des pièces très dépouillées qui étaient écrites pour Théorbe, par exemple, où du coup Guillaume, enfin il en parlera mieux, mais à imaginer une sorte d'accompagnement très très sobre, très simpliste, très minimaliste, et du coup
là, 10 secondes après, on part dans une partition de Bach qui est pour moi un monument, qui est la Passion selon saint Matthieu. Et voilà, on bascule dans une toute autre émotion. Ce qui fait que je pense, en tout cas pour nous, à ressentir sur le plateau, c'est quelque chose de complètement fou, qui ne m'est jamais arrivé dans un opéra. Je chante un rôle, donc Rinaldo, qui est un chevalier, donc le chevalier Renaud. Donc j'ai 3-4 émotions en 2 heures, 3 heures, je sais plus. Voilà, là en 1h15, 1h20, il y a 21 émotions et c'est quelque chose de complètement fou, enfin en tout cas à vivre et qu'on essaie nous après de vous donner. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais pas. Tout à fait, c'était tout à fait ça, mais alors je passe maintenant la parole. Ben oui. Oui. Ah oui, alors il y a aussi dans le choix des pièces, 2 choses très techniques. C'est que toujours dans un souci de cohérence et voilà, pour que le spectateur accroche, on a choisi dès le début le mode mineur, en fait, du début à la fin. Donc ce qui est un mode en musique très utilisé en musique baroque et puis voilà ailleurs, et qui du coup est un mode qui touche très vite au plus profond de l'âme, je trouve, moi en tout cas en tant que musicien, qui est un mode très, comment dire, je sais pas, oui, très émotionnel. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que on a choisi aussi des pièces plutôt courtes, d'écoute pour que le spectateur, en 2-3 minutes arrive à tout de suite ressentir l'émotion. Et puis parfois, alors ça c'est en musique baroque, les airs étaient souvent même très longs, avec des reprises en forme A, B, A. Et nous avons fait le choix très vite de raccourcir pour ne choisir que la partie A, en fait. Ce qui donne des airs de 3-4 minutes, avec au final des instantanés musicaux et donc des instantanés émotionnels, en fait. Voilà, ça c'est les 2 particularités dans les choix de musique. Merci. Alors je voudrais donner la parole à Guillaume. C'est vraiment dans la continuité de ce que tu venais de dire sur les accompagnements, la typologie des accompagnements, parce que je vous expliquais tout à l'heure que les morceaux ont une provenance très différente. Parfois il s'agit carrément de réduction d'orchestre, parfois il s'agit et je pense notamment à un morceau très spécifique, c'est la berceuse d'Arnalta, tirée du couronnement de Poppée de Monteverdi. Donc là, on est dans la première moitié du XVIIe siècle, où l'accompagnement est vraiment très, très, très essentiel. Et je ne crois même pas qu'il s'agisse, à cette époque, ils avaient pu mettre un clavecin pour un morceau de cette typologie. Donc je pose la question à Guillaume, quand l'accompagnement il est si essentiel, est-ce qu'il y a une espèce de peur du vide? Comment on réagit devant ces notes blanches, vides, rondes, voilà. Que fait-on? On cherche du son, on tente quelque chose? En fonction de toutes les émotions et toutes les pièces qu'on fait, évidemment, on se base le plus possible sur cette émotion. Et on essaye aussi déjà de se rapprocher des versions originales, c'est-à-dire souvent l'orchestre. Alors que quand c'est un luth, quand c'est un clavecin ou l'orchestre, évidemment pas du tout la même couleur. On dit que le piano est le roi des instruments parce qu'il permet beaucoup sans prétention bien sûr, il permet beaucoup de choses, d'effets, notamment avec les pédales, qu'il n'y avait pas, enfin c'était pas du tout les mêmes pédales à l'époque, d'ailleurs il n'y en avait pas. Donc c'est vrai que par exemple pour cette berceuse d'Arnalta, il s'agissait d'avoir quelque chose de plus épuré, enfin le plus épuré possible. Donc en effet, on cherchait ensemble, on a passé des journées à tester des choses très différentes, dans différentes tessitures. Parfois on cherchait plus de pureté, donc en montant les notes plus en l'aigu. Parfois on cherchait plus de grave, donc un caractère plus mélancolique souvent. Enfin je dis ça par exemple. Dans le cas de la berceuse en tout cas, il s'agissait de faire presque 2 notes. À la limite, voilà, je pense que quelqu'un qui aurait appris le piano il y a 1 an aurait pu le jouer, presque. Alors,
Mais du coup, c'est vrai que il y a une vraie mise à nu en fait pour l'un et pour l'autre. Donc j'ai beaucoup parlé au début du chant et de la danse, mais aussi pour Guillaume du fait, par exemple, pour cette berceuse d'Arnalta qui est complètement dépouillée. On a où il y avait 2 notes par mesure, et du coup de tenir ça, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout de suite remplir et de vraiment pas forcément par respect musicologique, mais vraiment voilà, il y a 1 ou 2 notes, et ben voilà, on joue le jeu de la mise à nu, on joue le jeu de donner encore plus possiblement de craquement, de suspension, et c'est ça qui nous intéressait, pour juste après partir d'une émotion totalement différente, comme la colère, où là en effet Guillaume fait gronder le piano il n'a pas un orchestre, mais il imagine les contrebasses, violoncelles, et avec sa main gauche de fournir encore plus pour le discours instrumental, et du coup ce qui rend un écart énorme dans ce récital, et ce qui, je pense, est le fondement, enfin je m'avance peut-être un peu, mais le fondement de la musique baroque, c'est ce grand écart entre une berceuse d'Arnalta complètement dépouillée avec moi un filet de voix et 1 note pour Guillaume, et puis un Vivaldi complètement étincelant, où on va au plus fort des tempi, des nuances pour le piano, et j'ai expérimenté pour la première fois, notamment en enregistrement, de ne pas avoir peur de presque crier en fait, parce que c'est vrai qu'on nous apprend le beau chant, et en fait il y a une sorte de non-sens, c'est-à-dire que quand on interprète un morceau de Vivaldi sur la colère, le Gemmo in un punto, je me suis rendu compte qu'en fait de faire 1 note presque criée sur le Gemmo, une sorte de colère, de peur, de quelque chose qui nous dépasse, ça peut pas être une belle note en fait. Donc du coup on est allé complètement ailleurs, au-delà de la partition, et pour aller vraiment au cœur de l'émotion sur chaque pièce. Merci beaucoup. Donc si je résume, nous avons 4 pays, 5 langues, 2 siècles, un orchestre, de la danse, 1 voix, c'est beaucoup plus qu'un récital, ce que vous allez découvrir dans quelques jours. Non, tout ça, c'est vraiment pour vous dire, pour essayer de résumer un peu la complexité de ce projet, puisqu'il s'agit vraiment d'un projet extrêmement complexe, très réfléchi, qui a mûri pendant plus d'1 année. Et donc, j'espère qu'avec par l'ensemble de ces éléments, vous avez maintenant la possibilité de mieux l'appréhender. Et d'ailleurs, je pense que nous pouvons remercier nos 2 artistes d'avoir partagé avec nous tout leur parcours. Et nous vous invitons bien sûr maintenant à poser des questions si vous avez des éléments que vous souhaiterez éclaircir. On a encore du temps pour cela. Donc, merci beaucoup de votre attention. Alors, en attendant la première question, qui ne va pas manquer d'arriver, moi je voudrais en poser une, alors non pas à eux 3, mais à Corinne Delair, qui est ici et qui est responsable de l'option danse au lycée François Ier, qui a eu comme élève Théophile Alexandre. Et j'aimerais lui demander ce qu'elle pense de son parcours et de ce pari un peu fou qu'il tente aujourd'hui. Alors, que dire déjà, beaucoup de fierté, très bêtement, parce que je n'y suis absolument pour rien. Et à la fois, je suis heureuse de voir à quel point le projet a évolué, s'est construit, s'est nourri et s'est enrichi. Et au-delà de tout, je suis très très touchée, parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister à des moments de répétition. Ce qui me touche énormément, c'est que je l'ai pas vu encore avec tout ce qui va nous préparer pour vendredi. Mais déjà, moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est que j'ai vu un interprète, j'ai vu un artiste complet, et au-delà un artiste très très engagé. Et pour moi, quelqu'un qui à la limite
à la limite, sur le fil, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelqu'un qui donne, qui accepte de ne pas tout maîtriser, qui lâche avec un certain nombre de choses et nous donne à sentir des émotions. Ben pour moi, c'est ça un artiste. Donc, je suis absolument ravie qu'il nous fasse partager ce moment. Oui, la question de l'authenticité de l'interprétation de la musique ancienne me paraît un problème sans solution. Il faudrait trouver dans une brocante une machine à remonter le temps qui soit à peu près en état de marche. Il faudrait se munir d'un enregistreur MP3 qui aurait quand même la caractéristique de ne pas s'autodétruire quand en remontant le temps, on serait arrivé à l'époque où il n'existait pas. Ce qui nous permettrait d'enregistrer sur le vif la manière dont les musiciens baroques interprétaient leur musique. Et puis à ce moment-là, on revient à notre époque et on la fait entendre à nos contemporains. Et là, on constaterait une chose vraisemblablement, c'est que des gens qui ont entendu un avion décoller, des gens qui ont entendu Johnny de leur plein gré ou à l'insu de leur plein gré, des gens qui ont entendu les insus, de toute façon, ne percevront pas la musique baroque au millième de je sais pas quoi après, de la même manière que les gens qui n'avaient jamais entendu un Boeing décoller et qui n'avaient jamais entendu Johnny. Alors, messieurs, je vous rejoins parfaitement. J'ajouterais même que le vrai problème, même si on arrivait à avoir cette machine qui remonte le temps avec un enregistreur, on allait sur place, même une caméra, soyons fous. Et puis on revient, on regarde, etc. Le problème, vous savez qui est le problème, c'est vous, c'est le public. Le public n'est plus le même. Parce que il ne faut jamais oublier que le public qui allait au théâtre au XVIIe, au XVIIIe siècle, déjà c'était un public d'élite, parce que c'était un loisir très 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 cher, donc c'était vraiment réservé aux aristocrates, aux riches bourgeois. Et c'était un public, en gros, qui devait se reconnaître en quelque sorte dans les œuvres jouées, et qui reconnaissait beaucoup de citations, beaucoup de situations, des références à la culture classique. Dans un livret d'opéra, si vous regardez les livrets d'opéra italiens, par exemple, ils sont truffés de citations de grands auteurs de la littérature italienne des siècles passés. Mais aujourd'hui, qui a ces connaissances-là? Il faudrait prendre le public, le briefer pendant 3 heures avant l'opéra. Alors, ça serait un supplice, imaginez, parce qu'après, il y a 3 heures d'opéra qui suivent. Alors, ça devient une expérience Wagner sans la musique de Wagner. Donc, voilà, c'est extrêmement difficile de parler de reconstitution. Mais c'est bilatéral, le problème. Ce n'est pas uniquement du côté de la scène, c'est aussi du côté du public. D'où la nécessité de faire évoluer les choses, sans doute de les adapter. Et après, il y a sans doute ce que vous dites n'est pas faux, une question auditive. Aujourd'hui, nous, je pense, notre seuil de tolérance du son est beaucoup plus élevé. Nous avons l'habitude d'entendre des bruits inconnus à ces gens-là. Ces gens-là avaient sans doute un seuil de tolérance beaucoup plus bas, donc même des effectifs très réduits n'auraient pas posé le problème qui pose aujourd'hui, en plus dans des énormes théâtres. Comment vous voulez faire résonner un tout petit effectif dans un théâtre de 4000 places, parce qu'il y en a, il existe. Donc voilà, vraiment beaucoup de problèmes qui ne sont pas que du côté des interprètes. Bonsoir. Je voulais savoir, dans la mesure où vous avez fait le choix de sortir des chemins balisés de la musique baroque, est-ce que vous avez déjà présenté votre spectacle à des puristes, enfin je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, enfin vraiment des spécialistes de la musique? Mais on les attend vendredi. Ah d'accord, vous n'avez pas encore présenté votre spectacle pour avoir justement leur retour, voir comment effectivement ils percevaient cette interprétation très singulière de la musique baroque. En fait,
Oui et non. Faut dire que vendredi est la vraie première du spectacle. Voilà, c'est la première fois que le public va voir ce spectacle en plus dans une scénographie imaginée. Enfin voilà. Donc le tout est pour vendredi. Après en amont, c'est vrai qu'on a aussi travaillé à rencontrer le public pour voir comment ils pouvaient réagir à la composition du programme, voilà, et ajuster, voir comment les enchaînements se faisaient, voilà. Donc ça, on en était sûr. Et puis après, j'ai envie de dire, moi je sais que j'ai fait beaucoup attention à ce que pensaient les puristes. Et après, moi je pense qu'aussi c'est ça, être un artiste et faire une proposition artistique, c'est bien sûr que j'ai questionné mes collègues, par exemple, qui, voilà, chanteurs lyriques, spécialistes de l'opéra baroque, que je côtoie, et voilà. Mais j'ai entendu leur avis, et étonnamment, qui était très positif, intrigué et positif. Et puis après, j'ai confiance, en fait, en notre proposition. Et ça sort des sentiers battus, et en même temps, je trouve que c'est tellement avec un grand respect pour la musique baroque, et c'est tellement aussi ce que nous, on est, qu'au final, c'est notre volonté donc, de délivrer ce spectacle, et qu'à partir du moment où on parle d'émotion, je pense que c'est toujours juste. Après, le respect du piano, voilà, par rapport au clavecin, des tempéraments, voilà, c'est très technique. Et voilà. Et les gens à qui on en a parlé, et qui ont vu parfois quelques répétitions, sont emballés en fait, parce que c'est vrai que c'est nouveau et en même temps ça touche chaque personne en fait, et c'est ce qu'on a voulu dès le début, que ça soit un conte sur l'humain, et donc du coup que chaque homme et femme soit touché par ça en fait. Voilà. Bonsoir. Alors moi j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était un voyage en 21 tableaux, c'est bien ça? Oui, et que ça représentait en fait toute une journée d'une personne, c'est ça? D'accord. En fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi le nombre 21 et donc dans ce cas-ci pas 24 comme 24 heures d'une journée ou quelque chose comme ça? Peut-être pour pas être trop... voilà. En fait, non, les 21 grammes, on est reparti d'une étude qui a été faite aux États-Unis sur le poids de l'âme, en fait. Voilà. Et alors, ce n'est, je pense, pas tout à fait discutable scientifiquement parlant, mais voilà, on a pesé un corps avant et après la mort, et on a vu, voilà, 21 grammes de... Voilà. C'est une petite anecdote, mais en même temps, on aime bien l'idée, puisqu'on parle d'âme, en fait. Voilà, on parle de l'humain, on parle aussi du corps, que du coup, il y a une petite référence, voilà, et c'est du coup, voilà, c'est cette idée des 21 grammes, voilà. Puis pour aussi imaginer un voyage, on a voulu décider aussi d'un chiffre, et voilà. D'accord, merci. Tout d'abord, un petit propos liminaire. Merci infiniment de vous être livré à cet exercice. Nous recevons régulièrement des artistes à l'Université populaire, mais il est rare qu'ils se mettent à ce point à nu, comme Théophile, tu nous l'as dit tout à l'heure, pour nous permettre d'entrer un petit peu dans la complexité de leur art et des évolutions de leur art. Théophile, tu as bien parlé de ce que cela t'a coûté, et cette libération qui t'a mené là où tu es maintenant. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur le piano, et sur le pianiste par conséquent. Beaucoup plus discret dans ses propos, beaucoup plus... si j'ai bien compris, pour vous aussi, ça a été un exercice, je ne dirais peut-être pas de libération, mais de transformation. Si j'ai bien entendu, passer des émotions romantiques, Chopin, Liszt ou d'autres, aux émotions baroques, c'est un exercice probablement extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Apparemment, vous le faites avec beaucoup d'aisance, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus exactement sur le modèle de ce que Théophile a pu nous dire sur ce que cela lui a coûté. On essaye, c'est une recherche qui a pris plusieurs semaines, plusieurs mois, et on parlait tout à l'heure du fait de passer d'une émotion différente à une autre.
C'est aussi quelque chose dont, évidemment, en tant qu'interprète sur scène, on a l'habitude de faire. En l'occurrence, c'est vrai que tout s'enchaîne assez vite dans le spectacle, donc il faut passer, comme tu disais, de 10 secondes à une émotion complètement différente. Donc ça a demandé beaucoup d'automatisme, en fait, de filage, de répétition, etc. Après, pour la question de reprendre, donc de faire des styles différents, passer du romantique au baroque, moi-même j'aime bien en tout cas concevoir mes programmes de concert comme ça, c'est-à-dire en mélangeant les styles très différents. Alors ça peut être baroque, romantique, moderne, musique contemporaine et pourquoi pas du jazz d'ailleurs. C'est un peu fort. Pardon, je ne me rends pas compte. Et du coup, c'est un exercice assez difficile quand les styles sont assez éloignés, notamment le baroque où il n'y a pas non plus la même écriture, puisque effectivement on n'avait pas les mêmes instruments. Mais j'ai pas hésité en tout cas à vouloir apporter en tout cas une couleur nouvelle et pourquoi pas partir d'improvisation de jazz quand on sait à quel point le jazz et le baroque peuvent être liés, puisque finalement ce sont des improvisations écrites. On parle d'ornementation et puis on parle d'improvisation en jazz, donc pour moi c'est plus ou moins la même chose. Après, l'émotion, quel que soit le style, est la même pour moi. Le plus important, c'est de rester dans un style adapté et qui respecte en tout cas, voilà. On ne peut pas jouer du Beethoven comme du Brahms, évidemment, et encore moins du Scarlatti comme du Rachmaninoff. Donc évidemment, mais c'est un travail en tout cas qu'on a l'habitude, en tout cas en tant que pianiste, que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps. L'exercice n'est jamais simple et ça demande beaucoup de concentration et donc évidemment beaucoup d'énergie. Mais je pense le plus important, tout simplement, d'abandon aussi, de prise de risque, voilà, de se laisser vraiment emporter, j'ai envie de dire presque machinalement par ce qu'on est en train de raconter. Et tout ça, c'est aussi grâce à toutes les répétitions qu'on a pu faire et qu'on fait encore aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Bonsoir, je vais ajouter quelque chose. Moi, je suis Emmanuel Grèze, en fait, le directeur artistique de la compagnie qui travaille avec les deux artistes. Juste vous dire, en fait, dans ce spectacle, on n'a pas la volonté d'une restitution. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, on va vous faire découvrir ce qu'était le XVIIe siècle, en fait. On est vraiment reparti de la musique, en fait, de l'époque, et surtout de la faire vivre, de la faire partager, en fait. C'est-à-dire que je vous dis ça parce que c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, que tout ça semble très complexe, etc. Mais en fait, vendredi soir, vous allez voir un spectacle en fait qui est d'une grande évidence, en fait, d'une grande limpidité. C'est-à-dire que certes, c'est un chanteur qui danse, certes, c'est du baroque joué au piano, mais en vrai, c'est l'histoire d'hommes, de femmes, c'est nos histoires, c'est voilà. Je voulais juste ajouter ça en fait parce que c'est le plus important. Je pense. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la scénographie du spectacle ? Alors la scénographie, donc du coup c'est Emmanuel qui vient de prendre la parole, qui l'a imaginé en collaboration avec Pierre-André Weitz, qui est le scénographe d'Olivier Py et qui est maintenant metteur en scène. L'idée aussi là était toujours de faire sens visuellement maintenant, avec alors un piano, un très beau piano déjà, hein, voilà, qui prend magnifique Steinway, qui prend de la place, et puis aussi les lustres, parce que le lustre est un élément voilà, de l'époque baroque très reconnaissable, sauf que ce lustre, on a voulu en faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas accroché, comme on pourrait l'imaginer, voilà, dans un théâtre. Voilà, il est posé au sol, voilà, comme s'il était tombé, parce qu'on est aussi, par la scénographie, autant que par la musique et le piano, dans une relecture. On veut aller ailleurs, et pas forcément dans une illustration de l'époque baroque. Et donc il est posé, avachi au sol, il y en a même 2 d'ailleurs. Voilà. Et puis aussi, il y a un autre élément de décor qui est important, qui est le tapis de sol, alors qui est important pour le danseur, voilà, mais là qu'on a voulu très différent, qui est très étonnant, et qui est en fait un tapis de sol comme un effet vinyle, un effet miroir, une sorte
voilà, de lac noir, voilà, une eau sombre qui aussi a un effet un peu miroir, parce que là aussi on a travaillé sur voilà, du sens sur ce tapis, c'est-à-dire que du coup il y aura le reflet des lustres du piano, aussi des deux interprètes, voilà, en miroir, mais pas un vrai miroir, donc on est entre ombre et lumière, et toujours pour voilà, en référence du baroque, c'est-à-dire que vous allez voir du coup une sorte de miroir, et ce qui fait que après il y a tout un imaginaire qui peut se déclencher, donc c'est l'histoire de ombre et de lumière, l'histoire des contrastes, voilà, d'élévation, le corps, l'âme, et puis voilà, aussi parce que cette scénographie porte la musique et puis la danse à un autre niveau et donne un nouveau sens. Donc voilà, il y a les yeux et les oreilles. Voilà. Donc ça va être une sorte d'écrin. Là aussi, on sort du format récital un petit peu classique. On y ajoute une création lumière, ce qui fait que voilà, on est vraiment dans un plongé pendant tout ce récital, complètement ailleurs, une sorte de bulle, voilà, avec une scénographie très, très sobre en fait, mais en même temps très signifiante. Voilà. Je sais pas si c'est parfait. Bonjour. Ma question est bassement matérielle. Vous n'avez pas dit si vous chantez avec un micro, j'imagine que oui. Eh bien non. Eh ben voilà, non. Vous avez répondu à mes questions. Non, pas de micro parce que déjà on est dans un format intime, donc voilà, on est en duo, et puis aussi parce que le chanteur lyrique a développé une technique voilà, où on n'a pas besoin de micro en fait. Après, on a la chance d'être au Volcan, qui est voilà, un très beau théâtre avec une très belle acoustique, et encore plus voilà, récemment, puisque voilà, l'acoustique a été retravaillée. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a aucun, voilà, il y a aucun problème voilà, pour l'écoute. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un instrument qui retransmet le son, c'est vraiment, vous êtes vraiment au plus proche voilà, de ce que je peux donner, de ce que le piano, parce que le piano n'est pas sonorisé non plus. Donc voilà, on est dans quelque chose de très brut, et en même temps c'est ma technique vocale, c'est-à-dire que le chanteur lyrique ne chante presque quasiment jamais en fait microté, enfin sonorisé en fait, à part dans des immenses espaces. Mais là, non, vraiment, on est dans le format le plus pur possible. Voilà. Donc c'est vrai que ça rajoute une difficulté technique, parce que j'ai l'habitude de chanter sans bouger et sans micro, et c'est vrai que le fait de bouger, voilà, ça rajoute un peu de complexité, voilà. Mais c'est ce qu'on sait faire. Enfin, c'est notre lot de tous les jours en fait, de chanter sans micro. D'accord. Merci. Pardonnez-moi de reprendre la parole, mais comme je vois que la salle est sous le charme et donc n'ose pas prendre la parole. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis longtemps par rapport au baroque. Le renouveau du baroque dont vous avez parlé, Barbara, avec juste raison, depuis quelques décennies. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, à vous, mais à vous trois aussi. Votre proposition s'inscrit dans une période de crise. Le baroque, en fait, par rapport est une remise en question de la raison. Il y a quelque chose, me semble-t-il, mais vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Il y a quelque chose dans le baroque qui consonne avec notre époque, où les repères s'effondrent, où les repères disparaissent. Et c'est pour ça que votre proposition me paraît tout à fait fascinante, parce qu'elle veut dire, en termes d'aujourd'hui, ce qu'on disait à une autre époque. C'est-à-dire, nous sortons du cadre où la raison triomphe, et où la raison s'impose, et où la raison se codifie tous les arts. On retrouve une sorte d'exubérance d'une certaine façon. Et Théophile, tu disais à juste raison, les émotions. Et nous sommes plus, me semble-t-il, dans un monde d'émotions que dans un monde de raison. Est-ce que ceci vous paraît légitime par rapport à votre choix ?
Alors, je fais juste le préambule, si vous voulez, un peu la partie historique, après je laisse la voie artistique. Alors, c'est tout à fait correct de mettre en relation l'époque baroque avec notre époque actuelle, parce que l'époque baroque est une époque de crise. C'est une grande crise par rapport à l'époque précédente, c'est la Renaissance. C'était l'époque qui avait placé l'homme au centre de l'univers, donc une époque très enthousiaste pour certaines choses, pour certaines idées. Et c'est une vision qui s'écroule petit à petit, notamment, mais c'est tout un concours de circonstances. Le fait même de découvrir l'Amérique, par exemple, qui dit ah, c'est pas l'Europe le centre du monde. Ah, il y a d'autres mondes, il y a d'autres centres. Ah, peut-être voilà le barycentre. Du coup, on est obligé de le penser différemment. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui se reflètent donc effectivement aussi dans l'art. Donc cette crise de valeurs qui donne lieu à un art différent, imparfait sur certains aspects, immoral parfois. Il y a l'opéra du XVIIe siècle, l'opéra italien du XVIIe siècle est profondément immoral. Le couronnement de Poppée, c'est une lutte à coups de séduction, sexe pour le pouvoir. Donc c'est quelque chose de profondément immoral et tout ça c'était servi à un public payant qui se délectait de voir ces choses-là. Donc évidemment il y avait plein de subtilités, mais un tel spectacle n'aurait jamais été envisageable 100 ans plus tôt, à l'époque de la Renaissance. Donc effectivement cette crise de valeurs qui se reflète dans cet art le rend un peu plus... un peu moins, statique, moins calme. L'art de la Renaissance était fondé sur une espèce d'équilibre. Il y a toujours un centre, une symétrie, alors que le baroque, c'est plutôt l'art du mouvement, même dans les arts visuels. On n'a pas un centre unique d'où partent toutes les lignes, mais il y a un mouvement. Quand on regarde un tableau, mais même une façade d'une église, on n'arrive pas à retrouver un véritable centre. On est obligé de bouger tout le temps, de suivre avec les yeux ce mouvement. Donc c'est quelque chose à la fois de très, très vivant, mais qui est là aussi pour nous rappeler notre fragilité, que ce mouvement, un jour, il va s'arrêter. Donc, moi, effectivement, en tant qu'historienne, je vois beaucoup de résonance entre la période baroque et notre époque qui est une époque de grande crise de valeurs, crise existentielle. Et je pense qu'on partage, on n'a jamais été aussi proche de la mort en plus, parce que dans la culture visuelle du baroque, la mort est toujours présente, par exemple, dans les tableaux, il y a toujours une référence al memento mori. Et je pense qu'aujourd'hui, nous aussi, on est assez alertés quand même dans notre époque sur ces problématiques-là. Donc, effectivement, d'un point de vue historique, c'est tout à fait possible. Notre époque se rapproche, par rapport à toutes les époques précédentes, beaucoup de l'époque baroque. Donc, je termine avec le préambule historique. Je laisse la parole. Mais après, c'est que ce qui nous a... Quand on a travaillé sur l'époque baroque, c'est qu'on a compris que c'était donc, comme disait Barbara, un mouvement qui s'est intéressé à l'homme, vraiment passionnel, vibrant, beaucoup moins en représentation, et quelque chose de entre la tête, le ventre, et du coup un accès aux émotions, et peu importe ce qu'elles étaient. Et ce qui fait que, alors je sais pas... au global, mais nous en tant que interprète, moi ce qui m'importe c'est de faire avec ce que je suis et l'homme que je suis dans mon époque actuelle. Et c'est vrai que on est entouré je pense que la parole se libère, je pense que et ce qui fait que moi quand j'ai une proposition artistique à faire, j'ai envie d'être au plus proche de ça en fait, au plus proche de l'émotion, de la transmission de l'émotion et du coup de toucher avec ce que l'homme est, l'humain est, donc entre corps et âme. Ça c'est une expression qui nous est chère dans ce spectacle, et avec tout ce
tout ce qui s'ensuit, donc dans le spectacle, avec des émotions très lumineuses et avec des émotions très sombres et qui font appel à, voilà, aux parts, je pense, parfois animales que nous avons tous. Et je pense que l'époque baroque, les compositeurs à l'époque ont vraiment été travaillés, scrutés pour du coup avoir une palette la plus fidèle de l'homme, vraiment tel qu'il est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand voilà, on se balade dans le monde qu'on est aujourd'hui, il y a énormément, moi je ressens énormément d'émotions très voilà, au global, très très différentes. Et il y a, je trouve, ce qu'on a voulu, voilà, quand on est reparti de l'étymologie du mot baroque, la perle irrégulière, de trouver voilà, chaque irrégularité de chaque personne en fait. Et c'est ça qui nous intéresse. Je pense que le monde actuel cherche ça aussi, à ce que chaque personne assume son irrégularité, sa parfaite imperfection. Et en effet, le mouvement baroque est, à mon sens, le mouvement qui a le plus traversé et travaillé en fait ce paramètre de l'homme. Oui, je rajouterais juste musicalement que c'est en tout cas un courant qu'on considère en tant que musicien, enfin, je pense comme une base harmonique de l'écriture musicale. On sait à quel point Bach a influencé tous les autres, Brahms, à commencer par Beethoven, Brahms et même Bruckner. On a aujourd'hui encore beaucoup de citations qu'on peut retrouver même dans la musique actuelle, dans les compositeurs les plus récents et même dans le répertoire de la musique contemporaine. Une très très forte influence baroque, pas seulement d'un point de vue harmonique, mais aussi d'un point de vue musical, du discours. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de siècles, beaucoup de courants qui ont traversé, mais que cette influence et que ce monde est quelque part universel. Alors s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier infiniment tous les trois. C'était passionnant. Donc je rappelle que c'est une création au Volcan, donc c'est comme on dit une première mondiale et longue vie on espère à ce spectacle. Ceux qui veulent des places, vous venez me voir. Voilà, j'espère pouvoir répondre à tous et ne m'en voulez pas si je suis obligée de... voilà, si je ne peux pas satisfaire tout le monde. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Nous parlerons de Benjamin lundi prochain. Oui, nous avons rendez-vous avec le MUMA dans le cadre de leur exposition Impression Soleil Levant, où voilà, nous aurons un physicien qui viendra nous parler du soleil. Parfait, c'était merveilleux. C'était canon.